Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous devez être un homme satisfait ce matin. Voilà que Guillaume Pelletier, vice-président des Républicains, dit avoir les mêmes convictions que vous. Je crois que c'est vrai. Oui, c'est vrai, il a les mêmes convictions que vous. Bien sûr. Mais moi, je le connais, on discute, on se parle, on échange, on peut ne pas être d'accord sur tout. Mais vous savez, la différence, c'est qu'il y en a plein chez les Républicains qui pensent ça. Vous savez, avec Nadine Morano, quand je parle avec elle, expliquez-moi la différence entre ce qu'elle dit et ce que je dis. Avec Éric Ciotti, quelle différence. Même avec Wauquiez, sur un certain nombre de points et tout. Mais honnêtement, la seule grosse avancée, si j'ose dire de mon point de vue, c'est qu'ils le disent publiquement. C'est qu'ils disent oui, on peut être d'accord même si on n'est pas en l'occurrence. Ça veut dire que le rapprochement entre les Républicains, une partie des Républicains et la droite que vous représentez est patent. Elle est là, il est là ce rapprochement. Ça y est, mais il y est, fait. Il y est. Et tous les digues, le parti est en train d'exploser. Ces digues-là, elles sont submergées. Je vais vous raconter, dans ma ville, moi, racontez-moi. J'ai présenté des candidats pour les départementales. Sur Béziers, il y a 3 cantons. Ni le Rassemblement national, ni les Républicains n'ont présenté de candidats contre moi. Et ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, on ne fait pas de candidats contre vous parce qu'on est d'accord. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas au Rassemblement national, donc c'est pas tout à fait encore les LR et le Rassemblement national, mais c'est une nouvelle digue qui s'effondre. Et moi, je rends hommage à Guillaume d'avoir osé dire ce qu'un bon nombre d'élus des Républicains pensent qu'ils sont plus proches de nous, ils sont plus proches de moi qu'ils le sont de la République en marche. Vous pensez que ces régionales vont sceller l'explosion des Républicains? Vous le croyez? Mais écoutez, moi, je ne souhaite pas l'explosion des Républicains. Moi, je ne suis pas de ceux, contrairement à ce que dit le Rassemblement national, qui souhaitent que les Républicains disparaissent de la scène. Moi, je souhaite qu'il y ait une union des droites, c'est-à-dire qu'ils arrêtent les uns et les autres de trembler à l'idée qu'on leur dise, en particulier aux Républicains, « Ah, vous vous rendez compte, vous alliez avec des fascistes, avec d'extrême droite fasciste, je serais, mais enfin, quelle douce plaisanterie. Cette rhétorique, elle fonctionne plus. Un certain nombre sont en train de s'en affranchir, que le numéro 2 du parti ose le dire, oui, c'est quelque chose qui bouge les lignes. Le numéro 2 du parti, Guillaume Pelletier, qui propose une justice exceptionnelle sans appel possible, en fait, sur la base de soupçons avérés. Justice d'exception abandonnée depuis 40 ans, une sorte de cour de sûreté. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord. C'est l'état de droit qui est foulé aux pieds, non? Je pense que même si on est, tout le monde le dit, en état de guerre, et c'est vrai par rapport à l'islamisme radical, en même temps, je pense qu'il y a des règles dont on ne peut pas s'extraire, dont on peut pas faire fi. Et je pense que la possibilité de faire appel d'une décision de justice, c'est la base de nos démocraties. Je veux dire, pouvoir contester une décision de justice, c'est essentiel. Donc, je ne suis pas d'accord là-dessus. En même temps, il met le doigt sur une vraie question. Cette année, il y a plus de 30 terroristes qui vont sortir de prison. 30 terroristes qui vont sortir de prison. Il y a plus de 200 droits communs, mais c'est radicalisé, comme le type à côté de Nantes, qui vont sortir de prison. Qu'est-ce qu'on fait? Le type à côté de Nantes, il était schizophrène aussi. Il était schizophrène. Sauf suivi pour schizophrénie. Oui, mais aussi suivi parce qu'il était Oui, non, ce que je veux vous dire, c'est que la question, c'est... mis en prison, il a été... on va pas revenir là-dessus, mais... La question, c'est quoi? C'est dans ces cas-là, est-ce que, normalement, quand vous êtes condamné, que vous avez fait votre condamnation, vous n'avez aucune raison d'être suivi, de voir votre liberté diminuer, limitée. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de cas où il faudra limiter les libertés, mais je ne pense pas que empêcher la contestation d'une décision de justice soit la bonne voie. Mais comment maintenir en prison un homme qui a purgé sa peine? Mais c'est tout le problème. C'est toute la question. Mais attendez, mais moi, le droit est le droit. Oui, mais attendez, mais moi je suis d'accord. Je vous dis pas que j'ai une réponse. Je vous dis que c'est une question. 30 types, 32 exactement, qui sont condamnés pour terrorisme, qui sont libérés cette année. Qu'est-ce que vous faites? Vous les laissez tranquillement? On vous dit, on va les surveiller. Mais on sait bien qu'on n'a pas les moyens de surveiller autant de gens. Alors, est-ce qu'il faut limiter leur liberté? Je sais que c'est un problème. Mais je sais qu'il y a des coups de canif à l'état de droit, ça va vous faire bondir, qu'il faudra donner face à une situation auquel
à laquelle on n'était jamais préparé. Alors non, je pense que oui, c'est une question. Oui, on aura des problèmes avec la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, on aura des problèmes avec le Conseil constitutionnel. Mais il faut se poser ces questions. Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel qui fait la loi ou les élus? Est-ce que c'est la Cour européenne? Est-ce qu'on doit se passer de la Cour européenne et du Conseil constitutionnel? Est-ce que la République, le droit dans la République doit pouvoir se passer? Est-ce qu'on doit pouvoir se passer de ces Attendez, sur la Cour européenne des droits de l'homme, je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, la France avait émis des réserves sur tel ou tel article. C'est-à-dire qu'elle avait dit, moi je ne dis pas qu'il faut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, je dis que sur un certain nombre d'articles... D'ailleurs, Marine Le Pen a changé d'avis sur le sujet. Oui, mais en revanche, je pense qu'il faut émettre des réserves. C'est-à-dire sur tel ou tel article, comme la France l'avait fait, comme d'autres pays le font, en disant cet article-là, il nous pose des problèmes, on ne l'applique pas, d'une part. Sur le Conseil constitutionnel, attendez, sur le Conseil constitutionnel, vous avez vu les dernières décisions. L'article 24, là, vous savez, sur la loi... Que vous souteniez? Comment? L'article, bien sûr. Attendez, alors là, comme je suis un ancien journaliste et que vous êtes journaliste, alors les cris d'orfraie de nos confrères qui pensent que c'est la censure, je propose qu'ils aillent voir en Iran ou en Chine ce que c'est la censure, on en rigolera 2 minutes. Bien sûr que ça protège la police. Bien sûr que ça protège la police. Et attendez, il ne s'appuie plus... Le Conseil constitutionnel. Sur la Constitution, il s'applique sur une interprétation de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est en préambule de la Constitution. C'est n'importe quoi. Moi, oui, je suis pour que dans un certain nombre de cas, quand le Conseil constitutionnel dit non, on puisse revenir devant le Parlement et si le Parlement maintient, basta le Conseil constitutionnel. Marine Le Pen, je me souviens ce que vous disiez ici même, ça avait fait du bruit d'ailleurs, Robert Ménard. Marine Le Pen n'est pas en position de gagner, disiez-vous ici. L'est-elle aujourd'hui? Est-ce qu'un an après, vous dites la même chose? Je constate, et moi je dis que je peux dire des conneries, que je me trompe, je constate que les sondages me donnent tort sur cette question-là. Et surtout, je constate ce que je souhaitais depuis des années, c'est-à-dire l'arrivée d'un candidat qui aurait pu faire le lien entre la droite de la droite et puis la droite plus gouvernementale. On arrive à mettre un visage sur ce souhait-là, sur ce rêve-là. On n'y est pas arrivé. Aujourd'hui, il n'y a personne d'autre qui incarne... Tout le monde parle d'Éric Zemmour dans les... Éric Zemmour, attendez, je sais pas, vous êtes un journaliste connu de tout le monde, vous savez faire des interviews, est-ce que vous seriez un bon chef de l'État? Je ferai jamais ça. Voilà, je ne mélangerai jamais, Robert Ménard, la politique et le journalisme. Mais voilà. Et est-ce qu'Éric attendez, c'est un bon débatteur, c'est un type hors pair sur sa connaissance historique. Est-ce qu'il ferait un bon chef de l'État? Aujourd'hui, je ne crois pas que les Français en soient convaincus. Il l'envisage? Oh, je crois qu'il l'a envisagé, il se pose des questions, mais il est suffisamment intelligent pour mesurer le gap entre, encore une fois, des qualités de journaliste et des qualités de chef d'État. Ça n'a rien à voir. Attendez, moi j'ai été journaliste pendant 30 ans, vous le savez. Attendez, je suis pas chef de l'État, je suis juste maire d'une ville moyenne qui s'appelle Béziers. Vous êtes candidat au présidentiel un jour, Robert Ménard, parce que j'ai vu une déclaration, mais c'était une boutade. Mais oui, c'est des boutades. Tous les gens qui ont un peu, qui passent 3 fois devant vous, ils se voient chef de l'État. Enfin, il faut garder un peu raison. Moi, je ne crois pas que j'ai ces qualités-là. En revanche, je pense qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui la personne idoine qui soit capable de faire le lien entre les différentes droites. Et en plus, pour revenir sur ce que disait Guillaume Pelletier, les hommes politiques, ils ont tellement peur de Marine Le Pen n'est pas capable de faire le lien entre la droite et l'extrême droite. Aujourd'hui, elle l'a pas réussi encore. Aujourd'hui, elle l'a pas réussi. Il y a un certain nombre de mesures qu'elle continue à défendre qui sont des mesures rédhibitoires pour la droite. Je sais pas, la retraite à 60 ans et les 40 années d'annuité. Je dis pas qu'il faut le faire maintenant. Honnêtement, aujourd'hui, on sort de la crise du Covid, on a d'autres soucis. Mais c'est une bêtise de dire ça. C'est une vraie bêtise. C'est pas crédible. En plus, vous savez pourquoi je suis très en colère quand les hommes politiques disent des choses comme ça? Parce que c'est impossible à faire. C'est une connerie absolue. Elle ne le ferait pas parce qu'elle n'arriverait pas à le faire. Et en même temps, c'est faire plaisir tout de suite à des gens. C'est comme les 35 heures. Si on vous dit, au lieu de travailler 40 heures, vous allez travailler 35 heures, tout le monde est pour. Quand vous voyez le désastre que ça a été pour la France, vous réfléchissez un petit peu, quoi. Vous la soutiendrez à la présidentielle? Bien sûr que je la soutiendrai. Officiellement? Bien sûr.
Bon. Bien sûr que je la soutiendrai. Comme quoi, avec Guillaume Pelletier, on ne soutiendra pas les mêmes personnes. Le problème, ce sera le second tour. Bien. Ah oui. Et oui, parce que là, il faudra bien soutenir les mêmes. Emmanuel Macron est rentré d'Afrique. Oui. Lors du génocide rwandais, vous étiez secrétaire général de l'association Reporters sans frontières. Je m'en souviens, Robert Ménard. Vous avez préfacé un livre qui avait pour titre « Gardons espoir pour le Rwanda » d'un prêtre journaliste rwandais, André Sibomama. Emmanuel Macron, au Rwanda, a reconnu des responsabilités françaises dans le génocide des Tutsis en 1994. Plus de 800 000 morts en quelques semaines. Il n'a pas présenté d'excuses. Une repentance perpétuelle, dit Marine Le Pen. Est-ce que la France, j'ai une question à vous poser, Robert Ménard, est-ce que la France s'abaisse quand elle reconnaît ses responsabilités? Bien sûr que non. Mais encore faut-il en avoir de réels. Attendez, moi j'étais au Rwanda, vous avez fait allusion, juste au moment du génocide, après le génocide. Oui. Que la France, attendez, qu'il y ait eu un aveuglement sur la situation, oui. Qu'on ait, comme M. Kagame l'a laissé entendre, parce que là il mesure ses propos, M. Kagame. Avant la France était du côté des génocidaires. Mais c'est pas vrai. Enfin, vous le savez. Mais elle était silencieuse. Attendez, Elle savait. Qu'on n'ait pas dénoncé avec assez de force le pouvoir Hutu, bien sûr. Qu'on ait été du côté des génocidaires, non. Attendez, il y a quand même une différence. Et en plus, Kagame, vous avez vu ce qu'il dit après, là, cette semaine. Il explique, ah non, il n'y a pas eu de problème en République démocratique du Congo. Les voisins... J'allais dire un gros mot. Il n'y a pas eu de problème, mais il y est la cause du problème, lui, comme apprenti dictateur. Non, pas apprenti, comme dictateur tout court, peu respectueux de rien du tout, des libertés et des droits de l'homme, il se pose là. Alors oui, attendez, sur ce coup-ci, il a raison de ne pas présenter des excuses dans le chef d'État, parce qu'il n'y a pas des excuses à se présenter. Il y a eu de l'aveuglement, on dit qu'on a eu tort, mais attendez, on n'est pas du côté des génocidaires, c'est pas vrai. Non, il a raison. Les historiens ont conclu aux responsabilités lourdes et accablantes de la France. Attendez, oui. Vous avez vu les rapports. Certains historiens, moi j'en connais plein, je pourrais vous en citer un certain nombre d'autres confrères, je vous rappelle Stephen Smith par exemple, que vous connaissez, je connais bien. Qui n'a pas dit la même chose. Non, sur ce coup-ci, moi j'applaudis exactement à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Bien. À propos de l'Afrique, voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron aussi. Il faut aider ce continent. Il faut revoir la politique d'aide publique qui ne fonctionne pas. Favoriser le développement économique, l'éducation, la formation, la santé. Seule solution pour éviter le flux migratoire, ajoute-t-il. Vous êtes d'accord avec ça ? Et sur le flux migratoire, je suis évidemment d'accord. Seule solution pour éviter les flux migratoires. Mais attendez, on va parler réellement. J'ai passé 25 ans de ma vie en Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est la corruption. C'est pas donner de l'argent. Attendez, on en a donné. On a annulé. Attendez, encore une fois, on parle d'annuler la dette. Oui, pourquoi pas annuler la dette? Mais pourquoi? Pour recommencer à s'endetter avec des régimes qui sont corrompus jusqu'au bout des ongles. C'est ça. Mais il faut dire les choses. Il faut dire, on donne de l'argent, mais on voit comment l'argent est utilisé. Et en même temps, il a parlé du Mali. Quel est le pays aujourd'hui qui accepte le moins des ressortissants de son pays qu'on met dehors en France parce qu'ils étaient en situation illégale? Quel est le pays? Le Mali. Alors attendez, on va se battre au Mali, on aide le Mali, des soldats, des Français se font tuer au Mali, et le Mali, quand on va bientôt sortir, a dit Emmanuel Macron. Il a raison. On va bientôt quitter. Le deuxième coup d'État en quelques mois, avec des types qui rêvent de faire la paix avec les islamistes, j'espère bien qu'il a raison. Et là, il a raison. Non. Attendez, moi, je suis pour l'aide, à condition qu'elle soit bien utilisée et que quand on demande à ces régimes-là de reprendre leurs ressortissants qui sont en situation illégale en France, qu'ils le fassent. Alors, le Mali, les leçons de morale des responsables maliens, non. C'est la solution. Il faut absolument que, si l'Afrique échoue, l'Europe le paiera cher. Mais oui, dit encore Emmanuel Macron. Pardon d'être encore plus compliqué que ça. En même temps, tout à l'heure on citait Stephen Smith qui a été journaliste au Monde et à Libération. Qu'est-ce qu'il dit, chiffre à l'appui? C'est que c'est pas dans les pays les plus pauvres qu'il y a le plus d'immigration, parce que pour venir en France, il faut un minimum d'argent, et que donc, paradoxalement, l'aide à un moment donné, donc le développement d'une espèce de petite classe moyenne, elle favorise l'immigration. C'est pour dire, moi je dis pas qu'il y a de solution simpliste, je dis que c'est compliqué. Et en même temps, il faut stopper avec une immigration. Écoutez, l'an dernier, pour la première fois, l'immigration d'origine familiale, elle a dépassé l'immigration économique. Alors les gens, les entreprises qui me disent « mais non, on en a besoin », mais familialement, c'est pas ça.
Il faut réduire l'immigration de façon massive. Il faut accueillir les réfugiés politiques. Alors justement, l'immigration, il y a des propositions qui viennent de tous les côtés. On a immigration zéro, moratoire sur l'immigration, immigration mieux contrôlée, quota d'immigrés. Quelle est la politique que vous préconisez? Politique migratoire. Ouais, écoutez, moi je le vois tous les jours comme maire de Béziers. Quand arrive sans arrêt une population immigrée, mais vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Vous n'arrivez pas à assimiler les gens. Le problème, c'est l'immigration de masse et la non-assimilation. Moi, j'ai rien contre les immigrés. Vous rigolez, j'ai passé 25 ans de ma vie à défendre les gens des pays. Je pense qu'il y a deux choses. Il faut mettre deux limites. Il faut dire, on accepte évidemment les gens qui ont un vrai statut de réfugié politique. Enfin, c'est comme tout à l'heure la question que vous posez. C'est l'honneur de la France et de la démocratie française. Un type menacé. On accepte les réfugiés politiques. Les vrais. Attendez. Oui. 85%. Des gens qui se sont vus refuser le statut de réfugié politique, pas par moi, par des commissions indépendantes, restent en France et finissent par s'installer en France. Ça, il faut arrêter et il faut accepter un certain nombre de gens qui viennent pour faire leurs études. Mais même là, vous savez qu'au Bénin, pour le Bénin, petit pays d'Afrique, il y a plus de médecins béninois qui exercent en France qu'au Bénin. Attendez, un pays se dépense, met de l'argent pour former ces étudiants qui vont venir ensuite en France et ils restent en France. On a parfois besoin de ces médecins béninois aussi en France. Robert Ménard. Moi je suis content. Pardon. Non, je vais pas vous laisser. Je suis content qu'ils soient là. Mais je dis, les Béninois, comment ils vivent ça? Demandez-leur. Bien, mais on a besoin d'une immigration légale. On en a besoin, vous le savez bien. Est-ce que j'ai dit... Non, mais parce que j'entends, vous n'êtes pas favorable à l'immigration zéro. Ça n'a pas de sens, l'immigration zéro. Ça n'a pas de sens. Moi, je veux bien dire des conneries, mais je ne veux pas en dire comme ça ou être démenti. Les agriculteurs, les arboriculteurs, les viticulteurs que vous connaissez bien, les livreurs, les femmes de ménage ou les hommes de ménage, dans les entreprises, dans les hôtels, les plongeurs dans les restaurants. Monsieur Bourdin, viennent-ils? C'est bien pour ça que je dis qu'il faut à la fois être radical, dire on ne veut pas de tel type ou tel type d'immigration, mais pas être démagogique, parce que demain au pouvoir, je ne veux pas m'entendre dire attendez, vous nous avez promis ça et vous êtes comme tous les politiciens, vous ne le faites pas. Comme maire, je ne promets rien que de ce que je puisse faire. Alors, je ne vais pas le faire à un autre niveau. Non, jamais. Et le droit d'asile est dévoyé, dit Emmanuel Macron. Mais il a raison. Il est dévoyé. Attendez, vous avez vu, il y a entre 20 et 30% des gens qui demandent le droit d'asile qui l'ont. En tout et pour tout. On est le pays où il y a eu le plus de demandeurs. Pourquoi? Pour une raison simple. Parce que normalement, tu n'as pas le droit d'asile, tu fais un appel, tu n'as pas non plus le droit d'asile. À ce moment-là, tu quittes la France. Ils ne quittent pas la France. Chez moi, je suis président d'un centre d'accueil aux demandeurs d'asile. Sur les 3 dernières années, comme partout en France, 70-80% de refus. Encore une fois, c'est pas moi les refus, c'est l'État qui dit non, vous n'êtes pas menacé dans votre pays, donc vous devez repartir. Je n'ai pas vu, écoutez bien, une fois depuis que je suis maire, la police par exemple, venir dire à quelqu'un, on vous a demandé de rentrer maintenant, vous allez partir. Jamais. Ça veut dire que les gens savent qu'ils peuvent demander le statut de réfugié politique, et je suis pour ce statut, j'ai passé ma vie à défendre ces gens-là, mais une fois que vous l'avez pas, pardon,